Donc, rebonjour. On va commencer donc le cours des myomes utérins. Vous êtes toujours là? Très bien. Donc, on va essayer de terminer ce cours. Et par la suite, si vous avez des questions concernant même les cours que j'ai déjà présentés le dimanche, vous pouvez me les poser. OK? Voilà. Donc, on va voir les fibromes utérins ou les myomes utérins. En introduction, un myome est appelé également lyomyome ou fibrome. Il s'agit d'une tumeur bénigne, donc de la femme jeune en âge de procréer, c'est-à-dire ça touche les femmes entre 30 et 50 ans. Vous avez 20% des femmes à l'âge de 30 ans contre 50% des femmes à l'âge de 50 ans qui développent un fibrome utérin. 20 à 50% des femmes ou des myomes sont symptomatiques. Donc, quand même, une femme sur deux présentant un myome utérin, elle va vous présenter de la symptomatologie qui nécessite donc un traitement parce que c'est une symptomatologie qui va être contraignante parce que soit c'est la douleur, soit c'est le saignement. Voilà. Euh, on dit dans le jargon des obstétriciens qu'un fibrome, un utérus qui n'est pas habité par un fœtus est habité par un fibrome utérin. Voilà. La classification, c'est une classification des fibromes utérins, c'est une classification anatomique. Vous avez les fibromes. Pourquoi anatomique? Parce qu'elle va suivre les trois tuniques utérines. Comme vous le savez, l'utérus est composé de trois tuniques. De l'intérieur vers l'extérieur, vous avez l'endomètre, vous avez le myome et vous avez la séreuse. Ce sont les trois tuniques qui composent le muscle utérin ou l'utérus. Donc, en fonction du siège du myome par rapport à ces trois tuniques, on a les myomes sous-séreux, on a les myomes intramuraux qui sont dits interstitiels, et on a les myomes sous-muqueux. Autres, ces cervico-ethniques, on ne va pas les voir donc parce qu'ils sont très rares et c'est une entité à part. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les sous-séreux, les intramuraux et les sous-muqueux. Les sous-séreux, c'est par rapport à la cirrhose. Donc, si c'est un myome qui se développe aux dépens de la cirrhose, il est attaché à cette dernière par un pédicule, on dit qu'il est pédiculé. La base d'implantation donc peut être réduite, comme ça peut être une base large. Les intramuraux, ce sont les fibromes qui se développent à l'intérieur ou dans l'épaisseur du myomètre. Les sous-muqueux, ce sont des myomes qui se projettent dans la cavité utérine. La base d'implantation, elle peut être large, comme elle peut être donc réduite à un pédicule, et ils sont dits les intracavitaires vrais. Ça, c'est pour la classification, vous voyez. Si vous avez un intramural, donc vous voyez, ça, c'est le myomètre. Ça, c'est la séreuse. Et ce qui est en bleu foncé, c'est l'endomètre. Donc, vous voyez, s'il se développe dans l'épaisseur du myomètre, c'est un intramural. Là, c'est un pédiculé, c'est au dépend de la séreuse. Et c'est un pédiculé parce qu'il a un pédicule qui a base d'implantation donc réduite. Et là, c'est un sous-muqueux parce qu'il est sous l'endomètre et il ne fait pas donc saillie dans la cavité utérine, mais il est juste en contact de l'endomètre. Actuellement, on n'utilise pas la classification donc anatomique, mais on utilise la classification radiologique, donc qui est actuellement utilisée par les gynéco-obstétriciens et par les radiologues pour déterminer donc les différents types de myomes. Donc, comme vous voyez ici, c'est un utérus polymyomateux et vous avez les différents types. On va commencer par le type 0. Type 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un myome qui est sous-muqueux, mais qui est intracavitaire vrai. Ça veut dire qu'il est rattaché à l'endomètre par un pédicule. Le type 1, c'est un sous-muqueux, mais dans la partie donc, comment dirais-je, il a une composante, voilà, intramurale qui est inférieure à 50% dans le myomètre. Le type 2, la composante intramurale, elle est supérieure à 50%, mais il est toujours sous-muqueux. Le type 3, il est sous-muqueux avec la totalité de sa composante
dans le myomètre. Donc, on peut dire que c'est un intramural, mais il touche l'endomètre. Donc, il est en contact direct avec l'endomètre. Le type 4, c'est un intramural dit vrai parce qu'il ne touche pas à l'endomètre, ni la séreuse. Le type 5, c'est un sous-séreux avec plus de 50% dans le myomètre. Le 6, c'est un sous-séreux avec plus, donc moins de 50% dans le myomètre. Et le type 7, c'est un sous-séreux pédiculé. Voilà les différents types. Donc, si vous avez de type 2 à type 5, vous pouvez dire que c'est un intramural, alors qu'il a une composante endométriale et il a une composante sous-séreuse. Voilà, donc ça c'est la classification radiologique. On parle de type, pas de... C'est bon? Vous me recevez? Vous voyez l'écran? Très bien, c'est des coupures d'Internet, on s'excuse, mais c'est comme ça. On va faire avec, très bien. On va continuer. Donc, on a dit anatomopathologiquement, donc vous avez la macroscopie et l'histologie. Macroscopiquement, le fibrome, c'est une tumeur bénigne du muscle utérin lisse. Donc, c'est une tumeur généralement qui arrondie, elle est dure à la palpation et élastique à la coupure. Elle est entourée par une pseudocapsule et c'est cette pseudocapsule qui va permettre le clivage avec le muscle utérin. Donc, histologiquement, c'est une tumeur qui est composée de cellules musculaires lisses qui sont organisées et ont un aspect ou une forme fusiforme avec un taux de mitose faible, c'est-à-dire que la multiplication cellulaire, elle est très réduite. Donc, pour qu'il y ait une tumeur, donc ça va prendre de temps pour que cette tumeur augmente de volume, à différencier des leiomyosarcomes dont le taux de mitose il est très important et les cellules musculaires, elles sont mal organisées. Voilà, ça c'est une pièce anatomique, donc après une chirurgie. Donc vous voyez, à peu près elle est arrondie, avec, donc ça c'est la capsule, et ça c'est le myome lui-même. Donc c'est à peu près blanc nacré, vous voyez ici c'est un petit peu blanc. Et si vous la touchez, elle est ferme et élastique, un petit peu à la coupe. Maintenant, quelle est l'éthiopathogénie? C'est-à-dire pourquoi on a des fibromes ou des myomes? Le mécanisme éthiopathologique est encore mal connu. Il existe 4 théories. Donc, les savants ont émis 4 théories. La première théorie, c'est la théorie génétique. Ça veut dire que ces femmes-là ont des gènes donc, qui codent pour des fibromes utérins. Ils ont trouvé qu'il y a des anomalies cytogénétiques, mais avec des gènes qui sont altérés, mais ces gènes-là restent inconnus, c'est-à-dire on ne sait pas quel gène, mais on sait qu'il y a un gène et ce gène donne des anomalies cytogénétiques, ce qui fait que ces cellules-là vont se multiplier et vont vous donner cette tumeur dite donc bénigne pour l'utérus. Les hormones stéroïdes, moi j'adapterai plus cette théorie. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est une tumeur de la femme en âge de procréer. Ça veut dire chez une femme qui sécrète de l'oestrogène et de la progestérone. Donc, les oestrogènes, ils induisent la croissance des fibromes. Donc, ils vont augmenter le volume des fibromes, ce qui est expliqué par la grossesse. Donc, la grossesse, il y a une hyperostrogénie et pendant la grossesse, il y a une augmentation du volume des oestrogènes. Ça, c'est une part. Il y a aussi en périménopause. Donc, toute la symptomatologie est révélée en périménopause et accentuée en périménopause avec augmentation des volumes des fibromes en périménopause. Et ce qui va encore appuyer cette théorie, c'est que les femmes qui sont ménopausées, on va noter une atrophie sévère de ces fibromes, voire une disparition. Donc, vous voyez quand même l'oestrogène explique pourquoi on a ces fibromes. La progestérone, ce n'est pas la croissance, mais c'est l'index mitotique, c'est-à-dire elle a un rôle mitogène sur les fibromes. Elle augmente l'index mitotique, c'est-à-dire elle augmente le nombre de mitoses de ces cellules fusiformes qui vont vous donner ce fibrome en phase lutéale. Donc ça, c'est l'hormone des stéroïdes qui est, comme je vous ai dit, le mieux adapté, c'est-à-dire celle qu'on va
acceptée probablement. Il y a la théorie aussi des facteurs de croissance. Donc, le corps humain va sécréter des facteurs de croissance qui vont être donc sécrétés. On a l'épidermal growth factor, on a l'insuline growth factor, insuline-like growth factor, le 1 et le 2, surtout le 2. Ce sont de puissants inducteurs de mitose. Donc, ils ont un rôle sur l'index mitotique. Voilà, c'est comme la progestérone. L'apoptose, donc la protéine BCL2, les savants ont trouvé que chez les femmes présentant des fibromes utérins, cette protéine, elle connaît une surexpression. Parce que son rôle, c'est quoi? C'est inhiber la mort cellulaire. Donc, si les cellules, parce que comme vous le savez, la cellule, elle est programmée. Donc, chaque cellule, elle a une durée de vie. Donc, au bout de cette vie, il y a systématiquement, l'organisme va éliminer cette cellule systématiquement grâce à une autre protéine. La BCL2, elle fait le contraire. Elle inhibe la mort cellulaire. Et chez les femmes ayant des fibromes utérins, ils ont trouvé que cette BCL2, elle connaît une surexpression, ce qui fait que les cellules ne sont pas éliminées et donc elles vont se collecter et vous former cette tumeur qui est le fibrome utérin. Le diagnostic. Le diagnostic, le fibrome, souvent, il est asymptomatique et de découverte fortuite lors donc d'une échographie le plus souvent. Mais quelles sont les circonstances diagnostiques? Il y a les formes compliquées. Compliquées par des hémorragies. Donc, une femme qui a des hémorragies et surtout les ménorrhagies. C'est quoi les ménorrhagies? Les ménorrhagies, ce sont des règles qui sont donc abondantes et ou prolongées. Donc, abondantes, donc plus de 80 millilitres par cycle, et prolongées au-delà de 8 jours. Elles sont fréquentes, les ménorrhagies, mais beaucoup de femmes ignorent ce symptôme. Pour elles, c'est normal. Et souvent, c'est cause d'anémie, parce qu'elles sont importantes, surtout s'il y a un terrain carentiel. Donc, ça va vous donner de l'anémie à type d'anémie féréprive. Les métrorragies, elles sont rares. Elles peuvent être associées si vous avez une pathologie endométriale associée. On peut avoir les deux, ménométrorragie, et rarement on pourra avoir de l'hémorragie intrapéritonéale. L'hémorragie intrapéritonéale, c'est généralement la rupture d'une veine superficielle, d'un fibrome, donc sous-séreux. Par érosion, donc il y a une rupture, ça va vous donner un tableau aigu d'hymopéritoine. Ça, c'est les hémorragies. Donc, gardez surtout les ménorrhagies, plus ou moins les ménométrorragies. Les complications mécaniques. Donc là, c'est en fonction du volume du fibrome et de son siège. Donc, pour comprimer, il doit avoir un certain volume. Et quel organe comprimé? C'est en fonction de son siège. S'il comprime un des uretères, donc là, il va vous donner une hydronéphrose et à la langue, si vous ne traitez pas, vous allez avoir carrément un rein muet. La vessie, donc pour les fibromes à siège antérieur, donc généralement, ça va vous donner une pollakiurie avec impériosité, incontinence, etc. S'il comprime le rectum parce qu'il siège en postérieur, vous allez avoir donc une constipation chronique. S'il comprime les vaisseaux pelviens, s'il siège donc de part et d'autre de l'utérus et surtout au niveau du ligament large, il pourra vous donner donc des thrombophlébites. Et s'il comprime un nerf, il pourra même vous donner une sciatique. Pour les fibromes, donc qui sont pédiculés, ils sont quand même assez volumineux, ils peuvent se tordre et vous donner un tableau de torsion aiguë. Donc ça, c'est quand même, c'est décrit. Donc soit c'est une complication par compression, soit c'est une complication par torsion. Les modifications structurales, donc ça c'est les formes toujours compliquées. Donc vous avez la calcification et la dégénérescence œdémateuse. La calcification, c'est des dépôts calciques qui vont se former au niveau du fibrome et qui sont donc en rapport avec, c'est un mode de guérison en quelque sorte. Ainsi que la dégénérescence œdémateuse. Donc il va y avoir une dégénérescence du fibrome et le tissu va se transformer en œdème et c'est une forme aussi de guérison. La complication qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la microbiose aseptique. La microbiose aseptique, c'est la première complication
du fibrome utérin et c'est une complication surtout de la femme enceinte ayant bien sûr un myome associé à sa grossesse. C'est quoi la microbiose aseptique? C'est une spacelle brutale de la tumeur, c'est l'infarctus aigu du myome. C'est ça la microbiose aseptique. Elle est due donc à l'interruption de la vascularisation du fibrome par interruption donc de l'artère. Il n'y a plus de sang qui arrive au fibrome par son artère nourricière. Il va donc se nécroser parce qu'il ne va plus recevoir donc d'oxygène. Vous allez avoir, vous allez avoir une fibricule à 38-39 degrés Celsius avec un faciès qui est subbactérique. La douleur pelvienne, elle est intense, elle est aiguë, avec des pertes noirâtres, des petites métrorragies noirâtres. La douleur, elle est tellement intense, elle pourra être syncopate, c'est-à-dire les femmes peuvent perdre connaissance tellement l'intensité de la douleur. Et le fibrome à l'examen clinique, à la palpation, il va devenir très très mou et très douloureux, surtout à la mobilisation utérine. La dégénérescence kystique concerne quel type de myome? Elle concerne tous les myomes, mais surtout le myome intramural. C'est surtout les myomes intramurales. Donc, à l'échographie, vous allez avoir une image en cocarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que la nécrose, c'est quoi? C'est des plages de sang. Donc, ça va apparaître anicogène. Donc, vous allez avoir une image hétérogène en cocarde ou en nid d'abeille. Donc, des plages échogènes, des plages anicogènes. Et c'est à l'intérieur du myome avec sa capsule donc périphérique qui témoigne du plan de clivage. Quel serait le traitement? Le traitement, c'est un traitement médical. Donc, on n'intervient pas chirurgicalement pour une microbiose aseptique. Donc, vous allez hospitaliser la malade avec un repos strict. Vous allez donner un traitement médical à type d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires et les antalgiques, c'est pour la douleur. Vous allez mettre des antibiotiques à large spectre pour prévenir la septisation, parce qu'on a dit que c'est une microbiose aseptique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection. Maintenant, avec la microbiose, et comme le vagin, c'est un milieu septique, il pourrait y avoir une septisation. Et donc, là, on va donner des antibiotiques. Et aussi, on met une poche de glace sur le ventre. Ça va réduire au maximum les douleurs. Voilà, ça, c'est des images de microbiose aseptique. On va arriver à la femme enceinte. Ça, c'est des images de microbiose aseptique. Vous voyez, c'est comme si le myome il est rangé à l'intérieur. Il n'y a plus de tissu, c'est du sang à l'intérieur. Ça, c'est le myome calcifié. Vous voyez, c'est des dépôts calciques à la périphérie et au centre. Et ça, c'est donc l'image en cocarde. Vous voyez, il y a des plages anicogènes avec des plages icogènes, des plages hétérogènes. Et voici la capsule périphérique donc du myome. Voilà. Les complications infectieuses, elles ne concernent qu'un seul type de myome, c'est les myomes accouchés par le col. Et ça va vous donner de la microbiose septique. Pourquoi? Parce que donc, le myome, lorsqu'il est accouché par le col, il y a son pédicule qui va être donc comprimé au niveau du canal cervical et ça va vous donner une microbiose, mais cette fois-ci, elle est septique. Pourquoi? Parce que le myome, il est à l'extérieur, il est dans le vagin. Et s'il est dans le vagin, le risque d'infection, il est très important. Donc, vous allez avoir une masse noirâtre parce qu'il est spatelé et qui est fétide. Fétide parce qu'elle est surinfectée. Les transformations malignes, ça concerne donc les myomes qui vont se transformer en sarcome. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence sarcomateuse. Elle est exceptionnelle, mais elle existe. C'est surtout chez des femmes en périménopause et les femmes ménopausées, donc qui vont présenter donc ce type de complications. L'infertilité, voilà. Donc, l'infertilité, il se pourrait que le myome soit une cause d'infertilité. Donc, comme vous le savez, l'infertilité, c'est soit mécanique, soit hormonale. Là, on est dans les mécaniques. Pourquoi? Parce que ça concerne les myomes intracavitaires. Donc, ce sont les myomes
qui vont déformer la cavité utérine et qui vont gêner l'ascension des spermatozoïdes d'une part, et s'il y a une conception, ils vont gêner la nidation. Donc la femme va faire donc soit elle va pas donc elle va concevoir mais elle va pas y avoir nidation, soit il va y avoir nidation mais du fait de la compression, de la déformation de la cavité utérine, il ne va pas y avoir comment dirais-je, une évolution de cette grossesse et elles vont faire des pertes fœtales, c'est-à-dire elles vont avorter, des avortements précoces, voire même tardifs, et donc ça va vous donner une infertilité. Très bien. Voilà, ça c'est une image de IRM d'un sarcome. Vous voyez comment il est hétérogène, il n'est pas le pourtour de ce sarcome n'est pas donc régulier. Il y a une infiltration de la paroi utérine, donc c'est un sarcome et le diagnostic sera anatomopathologique après la chirurgie. Ça c'était les formes compliquées. C'est-à-dire on a découvert le fibrome suite à une complication. Ça peut être des formes associées, c'est-à-dire on a découvert le fibrome en donc, cherchant une autre pathologie, telle que le col. Par exemple, vous cherchez une pathologie du col, vous trouvez un myome accouché par le col associé à un néo du col. Donc là, c'est le frottis cervico-vaginal et la colposcopie avec biopsie. Ou bien l'endomètre. Donc, vous avez une pathologie fibromateuse associée à un néo de l'endomètre. Et là, c'est surtout que vous allez avoir des ménométroragies. Donc, les métroragies vont être associées si vous avez une pathologie de l'endomètre, que ce soit une pathologie bénigne ou une pathologie maligne. Pour la grossesse, on arrive à la grossesse. Maintenant, la femme, si elle pourra concevoir malgré son fibrome, il va y avoir donc déjà le risque, on a dit, c'est la microbiose aseptique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une augmentation du volume du fibrome sous l'effet des hormones de la grossesse, l'oestrogène. Donc, s'il augmente de volume, donc sa veine nourricière ou son artère nourricière ne va pas être suffisante, surtout qu'il va y avoir donc une augmentation du débit de perfusion de l'utérus et surtout du sac gestationnel, ce qui va priver un petit peu le fibrome de sa vascularisation. Il pourra donc vous faire une microbiose aseptique. Les premiers mois de la grossesse, les complications, c'est surtout le risque d'avortement avec rétention placentaire. On a dit si le fibrome il a une composante intracavitaire, il va y avoir une perte embryonnaire, voire une perte fœtale. Maintenant, s'il y a une perte, comment aller faire donc un curetage donc évacuateur parce qu'il déforme la cavité, donc on ne pourra pas faire un curetage évacuateur. Il y a souvent un risque de rétention placentaire. Les derniers mois, c'est surtout, il va gêner l'accommodation du fœtus. Donc, c'est en fonction de son siège. Si vous avez un siège prévial, c'est-à-dire qu'il est situé en bas, il va vous donner des positions vicieuses. Donc, vous allez avoir une présentation du siège ou une présentation transverse. Maintenant, si, donc, aussi, il pourra vous donner une anomalie du travail parce que c'est un utérus qui siège d'un fibrome. Donc, la contraction utérine ne va pas être bonne, la propagation de l'onde de contraction ne va pas être normale. Donc, vous allez avoir des dystocies de démarrage ou une stagnation de dilatation. Et le risque plus important, c'est l'hémorragie de la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est un utérus qui ne va pas se contracter. Donc, la phase de décollement, déjà, si vous avez un obstacle prévial, vous n'allez pas pouvoir faire une délivrance normale. Et si la délivrance ait lieu, donc la vacuité utérine, si vous avez un fibrome avec une composante intracavité, il ne va pas être vide, donc il ne va pas se rétracter et vous allez avoir une hémorragie utérine par atonie utérine, une hémorragie de la délivrance par atonie utérine. Les formes associées, on a dit, soit il est associé à un néo du col, donc vous avez une pathologie myomateuse avec une pathologie cervicale. Donc là, il faut explorer le col parce que le fibrome, on a dit que c'est une pathologie bénigne. Donc, il n'est pas en pronostic vital en jeu, mais le néo du col, c'est un pronostic vital qui est en jeu. Donc, il faut explorer le col et la conduite à tenir va être en fonction de la pathologie associée. Néo de l'endomètre. Bon, beaucoup de femmes font erreur. Donc, on a dit le fibrome, ils ont surtout des ménorragies. Maintenant, si la femme, elle a des métroragies qui sont associées, c'est qu'elle a une pathologie de l'endomètre. Maintenant, cette pathologie de l'endomètre doit être étiquetée. Est-ce que c'est une pathologie fonctionnelle
et donc qui est associée sûrement à sa pathologie myométriale, ou est-ce que c'est une pathologie donc organique? Ça veut dire qu'elle a un problème organique, un adénocarcinome. Donc là, il faut faire la biopsie et étiqueter ces métroragies, ne pas dire qu'elles sont liées à un fibrome. La grossesse, on a dit, c'est soit donc vous avez les complications du T1 et vous avez les complications ultérieures du T3 et du travail que je viens d'expliquer. Voilà. L'examen clinique. Donc, l'examen clinique, il est souvent muet. On a dit les signes fonctionnels, c'est surtout les ménorragies. Métroragies, elles sont associées si vous avez une pathologie endométriale, fonctionnelle ou organique. On peut avoir les deux. La douleur, c'est pas une douleur vive, à part la douleur de la microbiose aseptique, mais c'est une douleur à type de pesanteur. Donc, ou bien à type de colique expulsive si vous avez un fibrome qui est accouché par le col. Les troubles urinaires s'il est compressif, et l'infertilité s'il gêne donc l'ascension des spermatozoïdes ou donc l'anidation ou carrément le développement embryonnaire ou fœtal. Mais le plus souvent, c'est muet. Hein. Donc, on n'a pas vraiment une pathologie, une clinique qui est spécifique pour le mien. Maintenant, à l'inspection, si le fibrome il est de grande taille, il est important, donc vous allez voir une voussure suspubienne, surtout si la femme elle est mince. Hein. Si la femme elle est obèse, vous n'allez rien voir, même s'il est de taille importante. À la palpation, bien sûr, en gynéco, on fait un toucher vaginal associé au palpé abdominal, au suspubien. Donc, le fond et la forme de l'utérus peuvent être donc modifiés et vous allez pouvoir sentir cette masse au fond utérin. Au spéculum, donc, on va chercher un éventuel écoulement. Surtout, l'écoulement, il témoigne de quoi? Il témoigne, donc, soit c'est un écoulement sanglant, donc vous avez une pathologie de l'endomètre, soit c'est une hydrorrhée. L'hydrorrhée aussi, surtout chez une femme ménopausée, ça témoigne d'une pathologie carcinomateuse, soit c'est un écoulement donc purulent et ça témoigne de l'infection. Une déviation du col, donc lorsque vous mettez le spéculant, vous pouvez voir le col, normalement il est en postérieur, vous voyez un col qui est antérieur et qui est dévié, par exemple à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sûrement vous avez une masse à gauche qui va dévier le col dans l'autre sens. Et des fois même, vous mettez le spéculant, vous trouvez un fibrome qui est accouché par le col. Le toucher vaginal couplé au palpé, c'est l'appartenance de la masse et la sensibilité des cul-de-sac. L'appartenance de la masse, parce qu'au début, lorsqu'on va faire l'examen, on ne saura pas. Est-ce que c'est une masse? Donc, on va trouver une masse dans le cul-de-sac utérin, donc latéral ou postérieur. Maintenant, on va dire, est-ce que c'est une masse qui appartient à l'utérus ou pas? Vous allez chercher le séant de séparation. Le séant de séparation, c'est quoi? Lorsque vous mettez votre main sur la masse, vous allez faire des mouvements donc au niveau du col pour mobiliser l'utérus. Maintenant, si les mouvements au niveau du col sont transmis à votre main au niveau de la masse, c'est qu'elle fait partie de l'utérus. S'ils ne sont pas transmis, c'est que c'est une masse qui est annexielle et elle n'est pas utérine. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà, ça c'est une image d'un spéculum. Vous voyez ici, ça c'est le col. Là, il y a un petit ectropion au niveau donc du col, d'orifice cervical. Et ça, c'est le fibrome qui est accouché par le col. Tout ça, c'est le fibrome, ça c'est le col. Ce qui est en rose, ça c'est le col, ça c'est le vagin. Et ça, c'est le fibrome utérin qui est accouché par le col. Les examens complémentaires, donc le fibrome, il est diagnostiqué facilement et rapidement par une échographie. Donc, une échographie pourra vous permettre donc, on a dit, une échographie pourra vous permettre donc d'avoir un diagnostic de certitude avec, donc elle va vous donner la forme.
Donc, l'écogénicité du fibrome, pourquoi j'ai mis variable? Parce que c'est en fonction du fibrome. Vous avez le fibrome calcifié, vous avez le fibrome en dégénérescence œdémateuse, vous avez le fibrome en dégénérescence, donc en microbiose aseptique, et vous avez le fibrome tout simplement normal, un fibrome avec une écogénicité normale. Donc, elle est variable. C'est l'échographie qui va vous permettre de dire quel type donc, de complications vous êtes. Le nombre de fibromes, on pourra avoir un seul comme on pourra avoir un utérus polymyomateux. La taille, on va mesurer la taille, les rapports avec la cavité utérine, et on va chercher le halo périphérique hypoïcogène qui témoigne du plan de clivage. Parce que si vous n'avez pas ce halo périphérique hypoïcogène, c'est le diagnostic différentiel avec l'endométrium. L'endométrium, c'est la même chose que le fibrome, sauf qu'il n'a pas de halo périphérique, et donc sa chirurgie, elle est très difficile. L'hystérosonographie, elle est faite pour les myomes sous muqueux, surtout à composante intracavitaire. Donc, vous allez injecter du sérum physiologique dans la cavité utérine et vous allez faire une échographie. Le sérum physiologique, pourquoi? Pour donc ouvrir la cavité utérine virtuelle et donc pouvoir faire une échographie. Donc, toute la pathologie de la cavité utérine pourra être mise en évidence. L'hystérographie, elle n'est plus donc de pratique courante. Pourquoi? Parce que actuellement on a l'hystéroscopie. Donc, on pourra faire. Donc, si vous faites une hystérographie, vous allez avoir des images donc, de soustraction. L'IRM, c'est la cartographie ou la suspicion de sarcome utérin. Donc, si vous suspectez un sarcome utérin, vous demandez une IRM. Et sinon, c'est pour avoir la cartographie précise de ces fibromes en vue donc d'une chirurgie surtout. Donc, on l'a fait en pré-opératoire pour avoir donc une cartographie idéale et donc guider ce chirurgien pour sa chirurgie. Voilà, donc ça c'est l'image hystéroscopique, ça c'est la cavité utérine et ça c'est le fibrome. Ça c'est l'échographie, donc vous voyez ça c'est l'utérus. Vous voyez la ligne de vacuité, elle est normale, puis là elle est un petit peu déviée. Pourquoi? Vous avez un fibrome qui est antérieur et qui est phendique et il est calcifié. Voilà, donc il est calcifié. Ça, c'est un fibrome en microbiose. Voilà, voici une grossesse. Et ça, c'est un fibrome en microbiose. Vous voyez les plages anicogènes donc, qui témoignent de la dégénérescence. Et ça, c'est donc le pourtour et le plan de clivage. La prise en charge. Donc, la prise en charge, je le dis, je le répète à chaque fois pour toutes les promos. Les moyens thérapeutiques spécifiques pour prise en charge d'un fibrome utérin sont triples. Soit vous êtes en présence d'une abstention, donc l'abstention et la surveillance. Soit vous faites la radiothérapie, la radiologie interventionnelle, soit c'est la chirurgie. Ce sont les trois moyens de prise en charge spécifique des myomes. Donc, un fibrome qui est asymptomatique, un fibrome dont le diamètre est inférieur à 10 cm. Vous n'êtes pas en droit d'intervenir. Vous respectez, vous surveillez. Certains disent vous surveillez, d'autres vous disent même pas un suivi échographique. Actuellement, même les fibromes dont le diamètre est supérieur à 10 cm et qui sont asymptomatiques ne bénéficient d'aucun traitement. Donc, fibrome asymptomatique, on va dire quelle que soit sa taille, bien sûr, à une certaine taille, il va devenir symptomatique. Mais quelle que soit sa taille, s'il ne gêne pas, faites rien du tout. Ça, c'est le premier moyen thérapeutique. Deuxième moyen thérapeutique. La technique de l'hystérosonographie, vous allez, donc femme en position gynécologique, sur table gynécologique, vous allez introduire un cathéter au niveau du canal cervical, de l'utérus, et vous allez injecter du sérum salé. Et avec la sonde endovaginale au suspubien, vous allez faire l'écho. C'est ça l'hystérosonographie. Donc la cavité va s'ouvrir sous l'effet du sérum et vous allez pouvoir faire l'échographie. Deuxième moyen, traitement médical. Lisez bien ce que j'ai mis. Aucun traitement médical actuellement validé n'est capable de faire disparaître les myomes. Donc, il n'existe aucun traitement médical pour les myomes. C'est un traitement symptomatique. Quels sont les symptômes que vous avez? Les ménorrhagies, et vous avez la douleur. Ce sont les deux principaux symptômes des myomes.
Et c'est ce traitement médical qui va vous permettre de traiter ces deux symptômes. Donc, quand est-ce qu'on va donner un traitement médical? Pour les volumes petits ou moyens, pour la douleur et l'hémorragie, on va les donner uniquement pour une courte durée inférieure à 6 mois. Quelles sont les molécules disponibles? Donc, vous allez donner les INS pour la douleur. Les progestatifs, ils ont une action atrophiante sur l'endomètre parce que généralement, il y a une hyperplasie associée pour avoir les métrorragies. Donc, hyperplasie, je peux l'expliquer par deux mécanismes. Le premier, c'est que déjà le fibrome, il devient symptomatique en périménopause. Donc, il y a déjà une hyperplasie par hyperostrogénie relative. Et de deux, vous avez donc l'augmentation de la surface de l'endomètre. Si vous avez un fibrome, la taille de l'utérus augmente et donc la surface augmente. Les analogues LHRH, ce sont des médicaments qui vont vous donner une castration médicamenteuse réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien par rétrocontrôle négatif. Ils ont un effet de réduire la taille des myomes de 50%, mais pas de les faire disparaître. On les donne 6 à 8 semaines, donc à peu près 2 mois, avant l'intervention chirurgicale pour réduire le volume des myomes et donc rendre la chirurgie plus facile. Mais on ne peut pas les donner au-delà de 6 mois. Et si vous donnez les analogues LHRH, donc vous devrez associer une ADBAC-thérapie à type donc de calcium et de vitamine D. Il y a une déperdition minérale très importante et ça va vous donner donc une fragilité osseuse. Le dispositif intra-utérin stérilé, mais pas le mécanique, c'est-à-dire pas le cuivré, vous devrez associer un DU au lévonorgestrel, c'est-à-dire associé au microprogestatif. Pourquoi on met le DU? Pour lutter contre cette métrorragie associée à ce fibrome. Donc déjà, ce n'est pas tous les utérus peuvent bénéficier d'un DU, c'est seulement les utérus avec des fibromes de plus de 3. Donc le 1, le 2, le 0, le 1 et le 2, ce sont des contre-indications. Vous ne pouvez pas insérer un DU pour des femmes ayant un fibrome de type 0, type 1 et type 2 parce qu'ils ont une composante intra, donc utérine. Donc, ils modifient ou déforment la cavité. Donc, vous ne pouvez pas mettre un DU. L'acide tranexamique, c'est quoi? L'acide tranexamique, c'est un puissant antifibrinolytique. Donc là, on va jouer sur la fibrose, plutôt sur la fibrine, c'est-à-dire la formation de fibrine après saignement. Donc là, il va antifibrinolytique, c'est-à-dire il va donc ne pas permettre la lyse du caillou de fibrine et de ce fait assurer l'hémostase. C'est toujours pour les saignements qui sont importants. Il est très, très coûteux et il n'est pas disponible en Algérie. L'amifipriston, c'est un puissant antiprogestéronique. Donc, on a dit la progestérone index mitotique. Donc, il va lutter contre ici. Donc, il va diminuer la taille puisqu'il va donc son effet sera sur l'index mitotique. Il va améliorer les symptômes. Mais le problème, c'est que la mifepristone, c'est elle-même qui va donner. Elle a beaucoup d'effets secondaires. Donc, elle n'est pas tolérée par les femmes. Et les dernières molécules qui sont encore en cours d'essai, c'est les SPRM, les modulateurs des récepteurs spécifiques à la progestérone. Donc, ils sont en cours d'évaluation pour le traitement des symptômes et même on les utilise. C'est comme les analogues LHRH, ils permettent de réduire le volume donc, des biomes et donc ils ont un but en préopératoire. Voilà. Les progestatifs, ce n'est pas la progestérone. Donc, c'est pas la progestérone. Parce qu'ici, je vous dis progestatif et là, je vous dis antiprogestéronique. C'est pas la même chose. Donc, le deuxième traitement spécifique, c'est l'embolisation artérielle. Donc, c'est une technique de radiologie interventionnelle qui est destinée aux myomes de type 2 et plus. Donc là, vous